Le cinéma regorge de métiers, dont certains ne lui sont pas que propres. C'est le cas du travail de monteur. C'est une profession propre au cinéma, à la télévision ou encore aux créateurs de contenu web. Certains analysent le scénario d'un film via le travail d'un scénariste ou même la direction d'un réalisateur. Mais qu'en est-il des monteurs ? Il est souvent reconnu que le montage s'avère être une nouvelle lecture, la dernière pièce du puzzle. Le montage peut sublimer une œuvre comme la dénaturer entièrement. En effet, le chef monteur se doit d'avoir une très bonne connaissance de l'œuvre sur laquelle il travaille, mais également un sens de la direction très prononcé. Vous vous en doutez, le monteur ne travaille quasiment jamais seul. Le chef monteur dirige une équipe souvent constituée d'un assistant monteur, de monteurs son, d'un compositeur, d'étalonneurs qui apportent une nouvelle dimension à l'image via de nouvelles teintes, ou encore de bruiteurs. Bruiteurs qui ont pour charge de recréer certains sons qui ont pu être mal enregistrés ou tout simplement non conformes aux attentes du réalisateur. Selon moi, la difficulté de ce métier, dont on ne perçoit souvent que l'aspect technique, réside dans sa capacité d'adaptation. Respecter la vision du réalisateur et ses consignes tout en étant capable de s'imprégner de l'œuvre. Certains metteurs en scène laissent carte blanche à leurs monteurs, d'autres suivent scrupuleusement leurs faits et gestes. D'autres cinéastes, plus rares encore, montent eux-mêmes leurs films. C'est le cas d'Alexandre Astier ou de Xavier Dolan, pour ne citer qu'eux. Le chef monteur monte donc une équipe supervisée en collaboration avec le réalisateur. La première étape de ce long travail consiste à choisir les meilleures prises, celles dont le réalisateur est le plus fier et qu'il veut absolument voir apparaître dans son œuvre. La post-production est une étape cruciale dans l'élaboration d'un film. Très souvent, de nombreux plans sont abandonnés ou remplacés par d'autres. C'est un moment où le réalisateur obtient souvent, grâce au travail commun effectué avec le chef monteur, une nouvelle vision de son œuvre. J'ai récemment acheté un livre, L'anatomie du scénario de John Truby. Bien que je n'en sois qu'aux premières pages, l'auteur ne cesse de dire qu'un bon scénario se doit d'être organique. En d'autres termes, il se doit d'être en constante évolution. Cela m'a amené à une certaine réflexion où le processus créatif menant à l'élaboration d'un scénario ne se fait pas que sur le papier, mais également en post-production, voire en tournage. Le visionnage d'une séquence sur un logiciel de montage peut totalement changer la vision d'un metteur en scène et rejoindre la thématique abordée par Truby, celle du scénario dit organique. Une fois la première étape achevée, que l'on appelle souvent dérochage, nous pouvons faire face à ce que l'on appelle un ours. L'ours permet un premier visionnage du film, de A à Z. C'est un visionnage assez superficiel puisqu'il ne représente finalement que l'assemblage chronologique des séquences. L'ours sera analysé par une équipe pouvant varier d'un film à l'autre. Souvent, le réalisateur, le chef monteur et le scénariste se regroupent pour analyser la cohérence de l'œuvre, ainsi que son rythme. Rythme qui dépendra du choix des séquences mais également du travail des monteurs. De plus, le producteur a également mainmise sur le rendu final, puisqu'ils auront, s'ils ne sont pas eux-mêmes distributeurs, la tâche de livrer le film à des boîtes de distribution. Ces mêmes boîtes qui exigent que certains standards soient respectés pour que le métrage soit diffusé en salle. Très souvent, l'influence du ou des producteurs dépend de la notoriété du réalisateur, mais également du contexte dans lequel le film est tourné. C'est ainsi que de nombreux films sont souvent réédités ou ont droit à de nouvelles sorties. Une version longue, qui respecte l'ours et ne prend pas en compte l'intégralité du travail de post-production, offrant certaines scènes inédites aux spectateurs. Dans l'autre cas, qui est le plus intéressant, une version appelée Director's Cut, que l'on peut traduire par version du réalisateur. Cette version voit le jour et représente l'œuvre telle que le metteur en scène l'apercevait initialement, c'est-à-dire, pour résumer, sans la pression des producteurs. La deuxième étape peut enfin être entamée. Après de multiples retouches sur la structure même du film, un nouveau processus créatif démarre. Ce processus consiste à sublimer l'œuvre grâce à l'étalonnage, étape de la post-production qui vise à améliorer la colorimétrie de l'image, mais surtout de la sublimer. De nombreux longs métrages bénéficient d'une patte visuelle unique grâce à un long travail d'étalonnage. Pour ne citer que 300 de Zack Snyder, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, ou encore Mad Max Fury Road de George Miller. L'incrustation des FX. À notre époque, la majorité des trucages se font en post-production via des images de synthèse en 3D, un traitement numérique ou encore un travail d'animation, souvent effectué image par image. La post-synchronisation. Travail dont le but est de réenregistrer les dialogues ou sons d'une scène en particulier. En plus d'être un travail complexe et minutieux, c'est une profession finalement très récente. À une époque où le numérique prône sur tout, les monteurs n'ont pas toujours travaillé sur des ordinateurs équipés de logiciels de montage. En effet, ils travaillaient autrefois directement sur la pellicule, armés de colle et de ciseaux. En 1895 sort L'exécution de Marie, reine des Écossais. Comme son nom l'indique, le film présente la décapitation de la reine Marie Stuart en 1587, où elle fut accusée d'être liée à la conspiration de Babington, complot ayant pour but d'assassiner la reine Elisabeth Ier afin qu'elle accède au trône. Ce trucage est considéré comme l'un des premiers effets spéciaux, si ce n'est le premier. Grâce à un arrêt sur image, tous les figurants s'immobilisent et l'actrice est remplacée par un mannequin. Sur la prise suivante, le mannequin est décapité par le bourreau et l'illusion est créée.
Ce subterfuge a vu le jour grâce à l'union de deux images. Les monteurs avaient pour but de faire disparaître les traces d'arrêt et de redémarrage de la caméra, ainsi que le remplacement de l'actrice par le mannequin. Pour ce faire, il était utilisé de la soudure à l'acétone, plus communément appelée collure, qui réunissait les deux prises valides. Avec le temps, les effets spéciaux évolueront, les techniques de montage aussi, mais malgré cela, la post-production restera toujours indispensable. L'effet Kuleshov, datant de 1921, le démontre très bien. Le réalisateur et théoricien Lev Kuleshov explique à ses étudiants l'importance du montage et surtout de la succession des plans. Son expérience est simple, un plan fixe où un homme est immobile et totalement neutre scrute ce qu'il y a derrière la caméra, le hors-champ. 3 autres plans sont ensuite présentés. Une assiette de soupe, une fillette dans un cercueil, et enfin, une jeune femme sur un canapé. Selon le plan choisi, les élèves sont forcés de constater que la lecture n'est pas la même. L'assiette de soupe évoque la faim, l'appétit de l'homme. La fillette et le cercueil évoquent une certaine tristesse ou une dimension presque horrifique en fonction de la lecture. Et enfin, la jeune femme évoque la séduction, le désir qu'éprouve cet homme. Le montage peut également influencer le rythme de votre séquence, de votre histoire. Plus les plans seront courts et succincts, plus elle sera dynamique, et propre à une scène d'action ou angoissante par exemple. C'est un outil très utile lorsqu'il s'agit de dynamiser une séquence qui ne l'était initialement pas. A l'inverse, une séquence dotée de plans longs et très peu découpés sera bien plus contemplative. On retrouve souvent ce genre de séquence pour l'introduction ou la séquence de fin, notamment dans une majorité de films des années 50-70. Un de ceux m'ayant le plus marqué n'est autre qu'il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Pour conclure, j'estime que le métier de monteur, ou toutes les professions qui s'en approchent, sont des composantes essentielles du noyau du 7e art. Malgré le fait qu'ils ne soient pas souvent mis sous les projecteurs, ils font partie intégrante d'un film et de sa lecture. De la pellicule au numérique, de nombreux emplois ont évolué ou tout simplement disparu. Bien que le monteur du XXIe siècle ne soit pas le même que celui des années 30, son importance et son essence restent intemporelles et c'est ce pourquoi, selon moi, c'est un des plus beaux métiers du cinéma, cet art que nous affectionnons tant.